vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Eh bien, selon la formule consacrée, c'est un grand plaisir de vous retrouver. Au programme 17h30, votre grand débat. Les États-Unis envahissent nos médias comme tous les 4 ans à l'occasion des élections présidentielles. Et comme à chaque fois, il s'agirait bel et bien de la plus importante élection de l'histoire pour l'avenir du monde entier. Les Français pointent la terreur Trump ou l'incompétence de Harris. Dans tous les cas, il faudrait s'attendre à un cataclysme, paraît-il. Aussi, nous vous posons la question ce soir dans les vraies voix de Sud Radio. Êtes-vous plus inquiet par l'arrivée à la Maison-Blanche? 2, première possibilité, Kamala Harris. 2, Donald Trump. 3, les deux. 4, pas inquiet du tout. Vous votez sur le compte X de Sud Radio. Et puis à 18h40, le coup de projecteur des vraies voix. Le souvenir du professeur Samuel Paty ravivé aujourd'hui alors que s'ouvre le procès de 8 personnes soupçonnées d'avoir participé à l'engrenage qui a mené à la décapitation de l'enseignant. Tout est parti du mensonge d'une élève suivi d'un cyberharcèlement avant que ne se déroule la tragédie. Nos professeurs avouent leurs angoisses au moment d'aborder les sujets bannis par l'islam rigoriste. La tension reste vive en cette période de conflit du Proche-Orient. D'où notre question du coup de projecteur ce soir. L'école peut-elle encore gagner son bras de fer avec la radicalisation? Vous nous appelez au 0826 300 300 pour participer à nos débats. Et puis votre réponse à la question, la petite consultation sur le compte X de Sud Radio. Mesdames et messieurs, les vraies voix magnifiques ce soir. Quel trio! Allez, la musique. Les vraies voix Sud Radio. Et oui, toujours en musique pour accueillir Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole et auteur de Libre Propos d'un inclassable, publié aux éditions de la Nouvelle Librairie. Cher Frédéric. On s'est un petit peu privé de votre bonsoir. Est-ce que vous pourriez nous refaire le bonsoir? Parce que je suis un peu enroué. Oui, mais vous c'est tellement emblématique. Oui, mais bonsoir, cher Frédéric. Il est beau. Il est beau. Ouais, bah oui, mais c'est la période, hein, novembre. Oui, alors, mais elle dure. Hein. Ah, elle dure. Malheureusement, bon. chez moi, ça dure. Alors bon, d'accord. Nous recevons également. Nous recevons, j'adore. Nous recevons ce soir dans le cadre de notre émission littéraire. Eh bien, vous l'avez reconnu. Ça fait du bien de s'élever, ma chère Françoise de Gois. On n'a pas de ukulélé, là, parce que d'habitude, oui, je l'attendais aussi. Il a disparu. C'est pour ça que j'ai demandé la musique à Quentin, notre réalisateur. Mais bon, il y a des fois, il y a des impondérables. Bon, salut Fred, ça va? Alors, Françoise de Gois, ça me fait plaisir de vous retrouver. Je le rappelle, vous êtes éditorialiste Sud Radio. Bien sûr, et on va se marrer avec cette nuit américaine, je pense. Oui, ça s'annonce bien. Quelle finale! Ça s'annonce bien. Mais enfin, attention, pas de bêtises. Jean-Michel Fauvergue est là, ancien patron du RAID, ancien député. Salut Fred. Bon. Ça va bien? Oui, rassuré. Oui. Sur quoi? Surtout. On en parlera tout à l'heure. Bon, et puis les vraies voix, puisqu'il sera question des États-Unis dans cette émission, un hommage pour débuter. Le génie musicien créateur Quincy Jones nous a quittés ce matin à 91 ans. Il avait aussi chanté ça. I Know Corrida. C'est magnifique. Alors, effectivement, il a beaucoup travaillé pour les autres, Frank Sinatra, Michael Jackson, mais il a fait ce petit chef-d'œuvre musical. Vous qui êtes musicien autour de la table, ça ne vous a pas échappé? Non, mais quel génie, Quincy Jones, c'est Dieu, c'est vraiment un monument. Quand on emploie souvent ce mot, en fait, de façon parfois un peu hasardeuse. Lui, c'est véritablement un monument, producteur, arrangeur, créateur. Vraiment, moi, je pense que c'est sa collaboration avec Michael Jackson qui reste quand même ce qu'il y a de plus puissant. Il a sauvé tant de musique médiocre qu'il a réarrangé, remanié et il en a fait des succès. Comme Claude Sautet au cinéma, qui allait corriger les mauvais scénarios et donc la comparaison est discutable. Oui, ça franchement. Même si j'adore Claude Sautet. Hein, non, mais j'aime bien ramener les choses françaises. Oui, vous savez que je suis franco-français, moi. Bien sûr, oui, ça. Alors ça, personne ne peut en douter, mon cher Philippe. C'est très beau, Philippe Bilger, ce que vous venez de dire sur la musique, parce que beaucoup de musiques sont assez simples. Vous savez, ce qu'on appelle la grille des accords. Elles se ressemblent toutes. Et puis, il y a quelqu'un, magicien, qui, avec ses arrangements, va faire que c'est quelque chose d'inoubliable qu'on écoute. Souvent, je préfère la grille des accords. Moi, j'aime bien les musiques simplistes qu'on retient aisément. toutes les années 60, c'est 4 accords, hein, vous savez. Jean-Michel Fauvergue n'est pas musicien, tout le monde le sait. Non, je ne suis pas musicien du tout, mais... Il envoie les gens au violon, lui, mais c'est toute une génération qui s'éteint avec lui. Excellent. Ouais. Ça, c'est une phrase que j'ai préparée et je la conseille aux auditeurs quand vous ne savez pas quoi dire. C'est toute une génération. Elle est très touchante, un peu moins pertinente que celle de Philippe Bilger. Ah bon, vous aurez, ça me rappelle, oui, et puis moi j'ai dit du... la mienne n'était pas pertinente non plus.
Ça commence Ça fort. y est, ils sont C'est lancés. parti. Les vraies voix, l'auditeur du jour. Nous fonçons à Montpellier. Gérald est avec nous. Occitanie. Bonjour à tous. Salut Gérald. Bonjour Gérald. Bonjour. Bon, vous êtes musicien, vous, pendant qu'on y est ou pas, non? Non, pas du tout. Je suis responsable commercial musiquement. Ouais, bah ça n'empêche pas, hein, en même temps. Bon, un petit coup de gueule de votre part. Ça va, j'en suis sûr, inspirer les vraies voix. Et puis, bien sûr, on va vous retrouver en fil rouge sur toute cette première heure. Vous voulez nous parler de la déclaration de Carl Olive? On vous écoute, Gérald. Oui, une déclaration qui par le passé était très populaire, populaire si je puis dire, par l'extrême droite, entre guillemets, et qui aujourd'hui en fait est mise en avant par l'extrême centre, qui est la Macronie, hein, tout simplement, qui est de envoyer tout simplement l'armée dans nos cités pour contrer le trafic de drogue. Évidemment, c'est un non-sens parce que notre armée, l'armée de notre pays n'est pas faite pour ça, elle n'est pas entraînée pour ça. Nous avons une police nationale qui est aujourd'hui dans notre pays, qui devrait pour moi être mieux entraînée, mieux équipée. Pourquoi pas faire une task force uniquement spécialisée dans ce domaine-là et ne pas utiliser notre armée qui, elle, bien au contraire, n'est pas entraînée pour arrêter tout simplement du trafic de drogue, mais pour des terroristes, tout simplement. Ouais. Donc, Gérald, effectivement, votre avis est très important et cette question, on a envie de l'entendre traitée par nos trois vraies voix aussi, Philippe Bilger. Je me demande si la proposition de Carl Olive ne relève pas de cette espèce d'impuissance répressive. Je veux dire par là que il n'est pas le premier à souhaiter le recours aux militaires. Une personne que j'aime énormément, Ségolène Royal, l'avait proposé à une certaine époque, mais je pense que ce serait quelque chose de totalement inapproprié, d'abord parce que l'armée n'a pas à faire ça, et deuxièmement parce que, en quelque sorte, ça délesterait le pouvoir ordinaire de sa responsabilité. Donc ça fait deux contre, hein, finalement, Gérald et puis Philippe. Ouais, Vous, c'était Françoise. Samia Ghali à l'époque, hein, à Marseille, qui avait proposé ça également. Moi, j'attends l'avis de Jean-Michel parce que on est à l'intuition. Je pense que c'est pas un cataplasme sur une jambe de bois, c'est pas du tout ce que je dis. Mais la réalité, c'est qu'on serait, à mon avis, complètement à côté de la plaque. Voilà. Mais Jean-Michel a certainement des choses plus intéressantes à dire. Alors on le rappelle, Jean-Michel Fauvergue, l'ancien patron du RAID. Tout le monde se dit quand même, Jean-Michel, puisque c'est une guerre contre le narcotrafic, autant faire la guerre. Donc c'est ça l'idée de départ. Je suis 100% d'accord avec ce qui a été dit avec Gérald, pardon. Ouais. En particulier, qui fait une très bonne analyse de ça. L'armée dans les banlieues, l'armée dans nos villes. Mais avant de dire pourquoi faire avec quels moyens, je veux dire, au bout de 3 jours, si vous mettez des piou-piou dans une banlieue, ils feront comme les policiers, ils se recevront des frigidaires sur la tête et ils seront exactement dans la même situation. Et ils sont pas faits pour ça. Je pense que dans ce pays, il y a beaucoup de gens qui veulent faire le travail des autres. Enfin, là, pour le coup, ils l'ont pas demandé. Hein. C'est Carl Olive qui le dit, comme bien d'autres l'ont dit avant. Il faut arrêter avec cette pensée qui est une pensée un peu feignante, c'est-à-dire que à un certain moment on n'a pas pensé à autre chose et donc on va mettre une punchline par-ci par-là, quel que soit d'ailleurs, et Gérald l'a très bien dit, quel que soit notre positionnement sur l'échiquier politique, on va reprendre des idées comme ça qui sont en réalité des idées absurdes, parce que derrière ça il faut une stratégie, il faut des moyens, etc. C'est pas là-dessus qu'il faut jouer. Il faut jouer sur la justice qui fait pas son boulot dans ce pays. Excusez-moi Philippe. Non, allez-y, Jean-Michel. Il faut plaisir, ça voulait dire Philippe. Et il faut jouer sur un vrai plan contre les trafics de stupes. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Gérald Darmanin s'est bougé là-dessus. Il était malheureusement le seul dans son gouvernement. Il faut jouer avec un vrai plan là-dessus. Ce que demande d'ailleurs le nouveau ministre de l'Intérieur. Ouais, on peut peut-être demander à Gérald, est-ce que derrière tout ça, il n'y a pas la question de l'état de droit et de se dire que si jamais il y avait un sale boulot à faire contre des gars qui font un narcotrafic avec des armes, au moins la légitimité de tirer de l'armée, ça pourrait... C'est ça pour vous, Gérald ? Oui, 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 oui,
qui peut s'entendre? Non, parce que les alors, ça pourrait s'entendre, mais est-ce qu'on va rentrer dans la mexicanisation de notre pays tel qu'aujourd'hui on l'entend? Je ne pense pas. Donc, il vaut mieux pas utiliser cette armée-là. Mais les policiers, excusez-moi de ce terme-là, sont tout aussi compétents pour pouvoir utiliser leurs armes contre ceux qui les provoquent ou ceux qui pour les légitimes défenses. C'est une stratégie uniquement politique. On savait que hier c'était un dicton populiste. Aujourd'hui, c'est devenu tout un chacun qui pourrait le dire. Et en fait, l'extrême centre de la Macronie veut s'en emparer pour essayer de créer un buzz autour de ça. L'État est toujours... Mais il faut savoir que l'État, généralement, est toujours plus fort que le peuple. Et si l'État voudrait mettre fin à notre narcotrafiquant, il pourrait très bien le faire. Ouais. Une petite conclusion demandée par Jean-Michel Fauvergue, l'ancien patron du RAID. Oui, je voulais juste signaler que l'armée peut être amenée à intervenir sur le territoire national. C'est prévu sur des réquisitions particulières pour garder des points uniquement, pas pour intervenir. Et puis si on veut véritablement faire intervenir des gens qui ont un statut militaire, on a les gendarmes, tout simplement. Oui, qui sont des militaires. Mais des policiers plutôt. Tout comme policiers et militaires. Entre les deux. Voilà. Tout comme Gérald de Montpellier, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Ce sont les vraies voix qui ce soir, avec Philippe Bilger, Françoise Degois, Jean-Michel Fauvergue, vous reçoivent et discutent et débattent avec vous. Dans un instant, nous recevrons Félix Mathieu pour les 3 mots de l'actu. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Frédéric Brindel. Oui, les vraies voix de l'actualité. Ce soir, plein de sujets. Nous parlerons des élections aux États-Unis, du procès qui s'ouvre dans le cadre de l'attentat contre l'enseignant Monsieur Paty, à qui on pense beaucoup. Voilà. Alors, outre tout cela, les vraies voix, Philippe Bilger, Françoise Degois, Jean-Michel Fauvergue sont là pour discuter avec vous. Et nous passerons, qu'on se le dise tous, par le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Philippe Bilger, vous voulez revenir sur le formidable comportement du couple royal espagnol devant les insultes, les hurlements et les jets de boue. Le roi n'a pas tremblé, bien au contraire. Oui, je voulais en faire un autre et bien sûr, hier soir, j'ai regardé le journal télévisé sur TF1 et j'ai été frappé de voir d'abord... comment dirais-je, je suis habitué à regarder les catastrophes et les désastres sur le plan de l'information, mais je n'en reviens pas chaque jour devant l'étendue des désastres et les traumatismes humains et les disparitions. C'est quelque chose d'hallucinant. Deuxième élément, le couple royal est arrivé sur place et j'ai vu avec quelle violence, avec quelles insultes il a été accueilli et j'ai été touché par l'émotion de la reine qui était vilipendée et en même temps des gens très courageusement venaient la consoler et surtout l'attitude du roi qui bien sûr restait stoïque devant tout ce qui l'accablait, notamment les jets de boue alors qu'il était protégé par un parapluie. À un moment donné, il a demandé qu'on enleva le parapluie et qu'on enlève le parapluie, et il a continué à discuter majoritairement avec des gens qui l'insultaient, avec quelques-uns qui le soutenaient. J'ai trouvé l'attitude du couple royal, en dépit de la détresse générale autour de lui, mais d'une grande classe et d'un infini courage. On ne sait pas, nous les Français, finalement, comment se comporter, parce qu'on n'a pas de roi notre génération, il y en a eu avant. Mais ça surprend, c'est comme si une icône a été quand même oui, attaquée. Parce que vous avez vu que Pedro Sánchez a voulu faire pareil, mais le Premier ministre espagnol, on a été obligé de l'exfiltrer tellement c'était violent. Donc il y a une forme de retenue. Moi, ce qui m'a frappé, je plus sois vraiment avec Philippe sur ce qu'il a dit là, sur l'attitude vraiment extrêmement noble au sens premier du terme du roi et de la reine.
mais ça m'a frappé parce que je pense que vraiment l'effondrement climatique est en train, à mon avis, d'accélérer une forme d'effondrement démocratique. Hein. Les Espagnols sont très en colère, ils ont raison de l'être. Je ne sais pas si vous avez vu les images ce matin qui nous arrivent de ce parking qu'ils appellent le parking de la mort, où on est en train de creuser. Les plongeurs disent ça va ressembler à un cimetière, c'est-à-dire des dizaines de gens pris au piège de ce parking. Donc il y a une colère de la population, mais c'est normal parce qu'il y a une si mauvaise coordination en plus entre l'État central et évidemment la région de Valence. Ils ont raison. Enfin, je veux dire, je n'en veux pas du tout aux Espagnols d'être comme ça, mais ce que ça dit, c'est qu'on pense toujours que l'effondrement démocratique et le chaos peut venir de la révolution sociale, etc. On se rend compte en réalité que les questions climatiques, quand elles prennent ces ampleurs-là, enfin je sais pas, comme dit Philippe, on n'en revient pas de voir ce qu'on voit. Et moi encore ce matin, cette espèce de parking de la mort, je ne sais pas combien de corps ils vont trouver, de gens morts. Je me rends compte que la crise, vraiment le chaos en tout cas, et véritablement le combat peut venir en fait de l'effondrement climatique, là où on attendait le social, peut-être. Bon, le cauchemar total, évidemment. Alors, je vous fais pas réagir dessus, Jean-Michel Fauvergue, parce qu'on accueille tout de suite Félix Mathieu, mais du coup, vous réagirez avant tout le monde sur ce que nous dira. Voilà, quelle impartialité. J'essaye de faire un petit peu de diplomatie avec vous. D'autant qu'à 18h35, Frédéric, on aura un témoignage sur l'Espagne, justement, sur ce dont vous parliez. Donc Jean-Michel aura largement l'occasion d'y revenir vers 18h35. Vous nous avez retrouvés autour de la table. En général, il y a une petite musique pour vous accompagner. Voilà. Alors, allons-y. Les vraies voix Sud Radio. Les 3 mots de l'actu, donc, avec Félix Mathieu. 3 mots, alors H, Goncourt et Tube. Une scène d'une rare violence ce matin dans le RER E en région parisienne. Une bagarre à coups de hache. 4 ados blessés, l'un avec la main tranchée, un autre avec le crâne ouvert. Kamel Daoud obtient le prix Goncourt pour son roman sur la décennie noire. Les massacres en Algérie entre 92 et 2002. Livre interdit dans son pays d'origine. Il salue la France qui protège les écrivains. Et puis la disparition d'un serial producteur de tubes, de Michael Jackson à Frank Sinatra. Le producteur américain et trompettiste de jazz Quincy Jones tire sa révérence à 91 ans. Les vraies voix Sud Radio. Une rixe à coups de hache en plein RER sur la ligne E ce matin en gare d'Ozoir-la-Ferrière en Seine-et-Marne. C'est la scène surréaliste à laquelle ont assisté les voyageurs vers 8h. Regardez Mathis, voilà regardez. Non, il faut pas qu'il se réveille. 4 adolescents de 16 à 17 ans blessés alors qu'ils se rendaient au lycée. L'un avec une main tranchée, un autre avec le crâne ouvert. Un suspect de 16 ans a été interpellé, indique le parquet, qui précise qu'il s'agirait, semble-t-il, d'une rixe entre bandes rivales et non pas d'une bagarre liée par exemple au trafic de stupéfiants. En tout cas, les auteurs auraient utilisé aussi des couteaux, des katanas japonais, mais aussi des battes de baseball. Bon, j'avais promis à Jean-Michel Fauvergue de réagir en premier. Ben, c'est justement le patron du RAID qui réagit là. Ouais. C'est à la fois le patron du RAID et c'est à la fois l'ancien député d'Ozoir-la-Ferrière, puisque c'était ma circonscription. Oui, en Seine-et-Marne, ouais. On n'en finit plus. Moi, je suis subjugué par l'enchaînement de toutes ces violences. Là, on est avec des haches, avec des couteaux, des petits jeunes qui se font trancher la main. Et tout. On n'en finit plus. Plutôt que de parler de mettre l'armée, essayons de récupérer cette situation-là. Peut-être qu'à un certain moment, il faudra voir dans la Constitution les moyens que l'on a, qui existent. On parlait tout à l'heure de l'intervention de l'armée, de l'état de siège, avec notre auditeur aussi. De l'état de siège, de l'état d'urgence, de l'état de l'article 16, etc. À un certain moment, il faut qu'on arrive à reprendre le terrain, à maîtriser, pour ensuite réguler plus démocratiquement les choses. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais pour l'instant, la démocratie, en France, comme dans d'autres pays d'ailleurs, est en train de perdre l'avantage et de perdre le pas là-dessus. Donc, il va falloir qu'on trouve une solution, quelle qu'elle soit. Bon, deuxième mot, Félix Mathieu, dans l'actu, Goncourt. Le prix littéraire vient d'être attribué à Kamel Daoud pour son livre Ouris, publié par Gallimard. Oui, il y a un roman sur la décennie noire algérienne, ces massacres entre 92 et 2002 sur fond d'affrontements entre islamistes et armées régulières algériennes. En tout cas, les autorités là-bas interdisent tout livre à propos de cette guerre civile. Ouris n'est donc pas édité dans le pays d'origine de son auteur. Kamel Daoud a donc salué la France, dont il a désormais aussi la nationalité, pays qui, dit-il, lui a donné la liberté
liberté d'écrire. Ce Goncourt a du sens pour moi, pour ma famille, pour mon épouse, pour mes 3 enfants, mais il a du sens aussi pour tous les écrivains. Ceux qui veulent écrire de l'autre côté des murs de nos démocraties, comme je le disais depuis tout à l'heure, et qui ont peur, qui sont diffamés, qui sont attaqués, qui sont cernés, qui sont terrorisés, qui sont tués, etc. Je pense que ça raconte une belle histoire de littérature et ça peut peut-être inspirer de la confiance pour moi, mais ça donne aussi un souffle pour ceux-là qui, de l'autre côté, je pense notamment aux écrivains en Algérie, qui ont peur. Kamel Daoud, prix Goncourt pour Ouris. Alors, réaction des vraies voix. Philippe Bilger, déjà, vous lisiez avant cette émission, si important acte. Très franchement, j'aime beaucoup le Kamel Daoud, militant, analyste politique, qui écrit régulièrement dans des publications françaises. J'aimais aussi l'idée que son roman, son récit, repose sur l'importance de la guerre civile algérienne il y a longtemps, dont il considère que c'est elle qui a créé profondément la fracture entre la France et l'Algérie. Françoise Degois. Grand écrivain, bien sûr. Après, c'est un prix Goncourt extrêmement politique, parce que voilà, c'est très puissant. On envoie ça comme symbole. Évidemment, il est honni parce qu'il raconte. Ouais, c'est une très belle histoire. Moi, je l'ai lu. Alors, je trouve que c'est un Goncourt qui n'a pas d'audace. Je pense que dans la liste, il y avait des gens, comment dirais-je, qui auraient mérité ce Goncourt. Mais je me réjouis que Kamel Daoud l'ait parce que c'est un très grand auteur. C'est l'histoire d'une rencontre en fait entre une jeune femme marquée par la guerre civile et un chauffeur de taxi qui est à la fois libraire, etc. C'est très bien écrit. C'est roman beau. Sur des faits historiques, sur ce que l'Algérie veut enterrer, c'est-à-dire véritablement la guerre avec les islamistes à l'intérieur du pays, qui a fait des milliers de morts. Allez, le troisième mot avec Tube, donc, et la disparition, nous en parlions tout à l'heure de Quincy Jones, c'est à vous d'y revenir, Félix Mathieu. La disparition. Il était trompettiste, musicien de jazz, mais effectivement, il avait accompagné le succès de légendes comme Frank Sinatra et, on l'entend, Michael Jackson avec Thriller, le fameux clip d'épouvante. Alors, il fallait bien son entre-gens pour réunir une brochette de stars autour d'une cause humanitaire en 85 et de cette musique devenue culte. Ah là là. Magnifique. C'est vrai qu'il a fait ça aussi. C'est dingue. Quincy Jones et sa collection de stars pour l'Éthiopie avec USA for Africa en 85, producteur, arrangeur des stars. Il avait commencé en jouant donc sa propre musique de jazz, de la trompette, mais aussi du piano. Merci Félix C'est Mathieu. toute une génération qui disparaît. Oui. Oh là là, quelle phrase toute faite de Jean-Michel Fauvergue. Magnifique. On voit que vous êtes passé par la politique. Allez, dans un instant, retour sur la présidentielle américaine. La France s'inquiète comme tous les 4 ans. Ce sera la terreur Trump ou la décrédibiliser Harris. Mais de qui faut-il vraiment s'inquiéter? Nous vous posons la question dans un instant. Avec nous, en duplex, c'est comme ça que l'on dit, en envoyé spécial finalement, une de nos vraies voix récurrentes qui est à New York, Christophe Madrol. Juste la question pour lancer le sujet, mais on y revient dans un instant. Christophe, New York vit-il au rythme de l'élection ou les gens mènent-ils une vie normale finalement? Non, ils vivent vraiment les élections. On en parlera, mais hier, dans les rues de New York, il y avait des femmes avec des effigies de chats, je vous expliquerai pourquoi. Et New York, ce n'est pas tous les États-Unis, mais vivent et font la campagne de Harris. Bon, vous restez avec nous, on en reparle avec les vraies voix, avec vous les auditeurs de Sud Radio, vous donnez votre avis. Êtes-vous plus inquiet par l'arrivée à la Maison Blanche de 1. Kamala Harris, 2. Donald Trump, 3. les deux, 4. pas inquiet, vous allez sur le compte X de Sud Radio, 0826 300 300, on vous attend. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Ils sont là, fidèles au rendez-vous avec vous, les auditeurs de Sud Radio, nos 3 vraies voix, 3 habitués. Philippe Bilger, également avec nous, Françoise Degois, également avec nous, Jean-Michel Fauvergue. Imaginez, ça va débattre. En plus, on part aux États-Unis. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Are you ready? The countdown to the 5th of November is on. Good evening, America! From the capital city of the United States of America. Kamala broke it, but I will fix it. Who will become America's next president?
Oh là, c'est beau. Tous les 4 ans, les États-Unis réactualisent le même tube à l'occasion des élections présidentielles. Il s'agirait bien de la plus importante élection de l'histoire. Pour l'avenir de l'humanité, les Français cristallisent la terreur Trump ou l'incompétence Harris. Les Français ont-ils peur? Ont-ils raison? N'ont-ils pas peur? C'est un petit peu vous qui allez, les auditeurs de Sud Radio, vous en faire les porte-parole. La question que nous vous posons, êtes-vous plus inquiet par l'arrivée à la Maison-Blanche de 1. Kamala Harris, 2. Donald Trump, 3. Les deux, et 4. Pas inquiet du tout. Réagissez sur le compte X de Sud Radio. Dans un instant, je vais vous donner la tendance, ce que vous dites. En tout cas, pour nous éclairer, bien sûr, nos 3 vraies voix, mais aussi Christophe Madrol, président de la commission maire de la région Sud, en direct depuis New York. Christophe Madrol, c'est tout, vous nous le disiez, pour les élections américaines à New York. Bon, pas tout quand même. Allez plus dans le détail. Hier, comme vous le savez, Frédéric, j'ai eu la chance de participer à mon 4e marathon et le mythique marathon de New York, et j'ai pu vivre ces élections. Je souhaitais que vous l'entendiez dire. Combien de temps 5h14. Bravo. Bon, c'est pas les meilleurs temps, mais en tout cas, voilà. Alors. Non, mais c'était super. Bon, faites-nous part de votre expérience. Ce qui était assez incroyable dans les rues de New York, c'est que c'était un marathon très politique. Ça va faire plaisir à Françoise. Beaucoup de femmes portaient des masques de chat, parce qu'il faut savoir que Donald Trump avait dit dans sa campagne toutes les femmes m'aiment, sauf les mémères avec des chats. Et donc, sur tout le trajet, sur les 42 kilomètres, il y avait des femmes qui portaient des masques de chat. Il y avait des symboles féministes. Et réellement, on sait très bien que New York, ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas les swing states, ce n'est pas la Pennsylvanie, le Wisconsin ou le Nevada. À New York, s'il y avait élection, que new-yorkaise Kamala Harris arriverait largement en tête. Et dans toutes les rues, c'est très politique. Il faut savoir que les bureaux de vote, certains bureaux de vote ont déjà ouvert à New York, et il y a des files de gens pour aller voter. Et j'ai pu hier soir passer devant un bureau de vote. J'ai posé la question à la française. Vous votez pour qui? En tout cas, ceux qui m'ont répondu, votez pour Harris. Donc il y a un vrai engouement, mais personne, ce matin, je discutais avec un journaliste d'un grand média américain au petit déjeuner. Ils sont incapables de nous prédire qui peut gagner. Il faut savoir qu'il y a 3 États qui risquent de faire la balance. J'ai pris des notes. Alors, la Pennsylvanie... On va y revenir, Christophe. Pardon, là, c'était juste la tendance. On vient vous revoir, effectivement, mais déjà, nos vraies voix vont réagir. Parce que cette question, c'est vrai, Philippe Bilger, on est toujours un petit peu inquiet en France de cette élection. En général... Je sais que la France s'estime toujours légitime, voire compétente pour choisir les présidents des autres. Et elle se trompe assez régulièrement. Là, en ce qui concerne Donald Trump et Kamala Harris, même si récemment j'ai cru lire des analyses qui donnaient l'avantage à Donald Trump, d'autres, évidemment, prévoyait la victoire de Kamala Harris. Mais si je peux dire une chose, évidemment, au sujet de Donald Trump, le personnage est détestable, sa vulgarité, sa grossièreté, la gêne qu'il éprouve dans un débat, dans une confrontation avec Kamala Harris. La seule chose, et je crains de susciter l'opprobre de mes amis, c'est que je sais qu'avec Trump, il y aura quelque chose qui peut-être changera dans la vie internationale et pas forcément en mal. Je pense qu'il a appris de son premier mandat. Françoise de Gaulle. D'abord, je voudrais dire que la France, d'abord, il est normal qu'elle s'intéresse aux États-Unis parce que de toute façon, c'est notre histoire commune et que Lafayette nous voilà. Ça, c'est le premier point. Il faut cesser de dire que la France s'est toujours trompée. Elle s'est trompée une fois sur la première élection de Trump. Les Français, les analystes français ne sont jamais trompés, ni sur Obama. Non, ils sont pas trompés sur Bush. Ils sont pas trompés sur Obama. Je me souviens que c'est Le Monde qui est le premier journal, trois mois avant même qu'on puisse imaginer qu'Obama passe en tête, qui fait un grand papier en disant voilà, etc. Donc le procès qui est fait à la presse française, supposément qui ne serait préoccupé que par New York, est un faux procès. Le troisième point, on va avoir
voir pour la première fois dans cette élection, c'est intéressant que Christophe nous parle des femmes, c'est véritablement ce qui est en train de sortir, c'est la fracture du vote femmes-hommes. C'est incroyable. C'est-à-dire que la majorité des femmes, majoritairement voteront Kamala Harris, majoritairement les hommes pour Donald Trump. Ensuite, moi je pense que Donald Trump est un désastre par son attitude. Je ne vois pas en quoi Donald Trump va régler quoi que ce soit. Il est hystérisant, il est épuisant sur la scène internationale. On me dit dans son mandat il n'y a pas eu de guerre. Oui d'accord, mais là il va falloir gérer la Russie de Poutine et il va falloir gérer le Proche-Orient. Et à mon avis, on a un vrai souci. Je ne sais pas ce que donneront les sondages, j'en sais rien. Une chose est sûre, quel que soit le résultat, si c'est too close to call, comme ça nous est arrivé une fois avec Al Gore, eh bien ce sera un désastre de fracture, quasiment de guerre civile. Si c'est très large pour l'un ou pour l'autre, je pense qu'on peut atténuer les dégâts. Et en plus, il y a d'autres élections dans le même temps, notamment du Congrès, et bien sûr, pour l'équilibre de la vie politique, comme vous le dites, François, ça risque d'être compliqué. Alors alors c'est pas un sondage, attention, hein, c'est bien sûr que non. Voilà, c'est un test auprès des auditeurs de Sud Radio. Que Trump va gagner, oui, bien sûr. Alors, en fait, la question... non, arrêtez, Françoise. La question... George Bush. La question, êtes-vous plus inquiet par l'arrivée à la Maison-Blanche et ils disent plus inquiet par Kamala Harris à 80%. Oui. J'aurais dû parier, en fait, une bouteille de voilà. Trump, elle n'a pas de programme. 8% sont inquiets. Qu'est-ce que vous comprenez déjà Alors, attendez, je continue. Elle est mauvaise ou quoi? Quand vous avez regardé des débats? Quand on l'entend, absolument, elle est mauvaise. Ah, d'accord. Et Trump est génial. Non. Elle est mauvaise sur quoi? C'est intéressant. Je termine parce que, oui, mais justement. Et après, je peux parler, moi. Oui, voilà. Juste ce que je veux dire, c'est qu'il y a cette petite question que nous posons sur le compte X de Sud Radio aux auditeurs de Sud Radio. Donc, je vous ai dit 80% sont plus inquiets par l'arrivée de Kamala Harris. 8% par Donald Trump, 4% par les deux et 8% ne sont pas inquiets. Oui, voilà, c'est juste ça. Ça fait 100%, ça et 1%, ça fait 102%. Oui. Ça n'est pas sur 100%. Excuse-moi, mais là, je ne sais pas comment tu es. C'est pas de mon fait, mais on vient de me dire ça dans l'oreillette. Donc, celui qui vient de me dire ça fait effectivement 102%. Non, je ne sais rien, 102 ou 104 ou 110. Alors, c'est à vous, Jean-Michel Fauvergue. Oui, alors je ne sais pas, comme dit Philippe, si quand la France fait des pronostics pour les présidents américains, si elle se trompe, je ne sais pas. Oui, mais avec un pilotage. Philippe David n'étant pas là, il faut que quelqu'un le remplace. Mais quand il se repose, on pensait que tout le monde se reposait, mais non. Non, c'est une blague de policier. Ce que je voudrais dire, c'est que la réélection d'un président qui n'a pas été réélu à sa deuxième fois et qui se représente après, ça n'est jamais arrivé, sauf une fois. Pour un président qui s'appelait Cleveland et c'était à la fin du 19e siècle, donc c'est assez rare. C'est peut-être un signe déjà dès le départ. Je sais pas, en fait, en réalité. Par contre, ce que je voudrais vous dire, moi, c'est que ce soit l'un ou l'autre, la France et l'Europe en particulier a du mouvement à se faire parce que pour les deux, ça sera America First. Bien sûr. Et puis America China. Voilà. Et ceci étant, ça fait une différence quand même à mon avis, sur le conflit ukrainien où Trump a déjà annoncé la couleur. Et là, ça craint beaucoup sur le conflit ukrainien. Ouais, Trump joue sa proximité avec Poutine, ce qui est à la fois inquiétant. C'est dramatique pour l'Europe, c'est dramatique pour nous. Vraiment, c'est dramatique. Donc oui, vive Kamala Harris. Bon, Philippe Bilger. Oui, justement, nous allons aller voir Christophe Madrol, qui est à New York, et question de Philippe Bilger. On peut lui poser une question. Bien sûr, Christophe, vous êtes notre envoyé spécial à New York. Est-ce que j'ai l'impression que pour la vie internationale, Trump compte encore plus que d'habitude par rapport à la diplomatie classique sur les rapports de proximité absolue qu'il peut avoir avec les gens qui sont au cœur des crises. Je pense à Poutine, je pense éventuellement même si avec Netanyahou. Est-ce que vous avez ce sentiment? Est-ce que c'est exact? Depuis New York. Oui, vous avez raison, Philippe. C'est vrai que Trump a une façon d'aborder la politique internationale d'une certaine violence. Donc effectivement, il se retrouve dans la logique de Poutine ou de Netanyahou ou d'autres. Et d'ailleurs, le journaliste en question avec qui je parlais ce matin est très inquiet, comme le dit Françoise, de la suite, parce qu'il pense à un résultat très 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 serré. Et il s'inquiète aussi des fake news
qui pourrait déstabiliser la démocratie américaine, puisqu'il faut bien imaginer que on n'aura pas les résultats demain, on n'aura pas les résultats mercredi. On va attendre le week-end prochain éventuellement que les recomptages, parce que vous savez qu'on va recompter, donnent des résultats. Et tous les observateurs avec lesquels j'ai pu discuter depuis 48 heures me disent qu'ils sont très inquiets d'après-demain et d'après-après-demain, parce qu'il peut y avoir effectivement une situation très compliquée. L'autre point que je voulais aborder, j'ai rencontré également des femmes républicaines, et Françoise a raison, qui ne voteront pas Trump à cause de ces prises de position. Kamala Harris, c'est incroyable. Hein. Ouais, exactement. Moi, j'ai rencontré des femmes, des bourgeoises du Queen, pour pas les nommer, avec qui je discutais. Ils me disent qu'ils ont toujours voté républicain, mais Trump, c'est pas possible. Ils ne voteront pas. Et il y a aussi le vote communautaire, parce que autant que les femmes, pour répondre à Philippe, votent Pamela Harris, autant que hier, j'étais dans le Bronx, et certains blacks me disaient qu'ils voteront Trump. Bien sûr, parce qu'ils ont plus confiance. Incroyable. Et il est clair que d'avoir une première présidente des États-Unis de l'histoire, alors il y a 2 degrés de lecture par rapport aux féministes, c'est de dire bah oui, mais ça ne devrait plus être justement surprenant, mais quand même, ça serait la première de l'histoire. Et quand même une femme de couleur, ça reste un symbole. C'est très puissant. C'est-à-dire que si Kamala Harris est élue, c'est vraiment spectaculaire. Elle a crever le plafond de verre pour toutes les autres femmes d'ailleurs au suffrage universel. Vous verrez que ça peut tomber après en domino ailleurs, parce que on regarde toujours les États-Unis. Les gens qui disent, j'écoutais Aurore Laluc avant de ce matin, qui disait arrêtons de trembler pour l'élection du président américain. Mais si, mais bien sûr, c'est pas trembler ou pas trembler, ça nous impacte absolument directement. C'est la plus grande puissance économique du monde avec la Chine, c'est la plus grande démocratie. Il est évident que, mais ce vote des femmes va être absolument capital. Il est parce que c'est une femme, parce que c'est Kamala Harris et parce que Donald Trump est un grossier personnage, mais qui revéhicule le masculinisme. Hein. C'est vraiment sa campagne à lui. C'est une campagne masculine, virile, blanche. C'est clair, plus machiste. Enfin, moi qui suis homme... Mais enfin, j'en sais rien. En tout cas, c'est masculiniste, c'est machiste, c'est homme blanc, et c'est Patrick Veil l'analyse très bien, l'historien français. Il l'analyse en disant c'est la revanche de la campagne des États du Sud. Bon, alors, dans l'ordre, Gérald de Montpellier qui est au 0826 300 300 et puis après Jean-Michel Fauvergue. Gérald, votre point de vue, alors la question qu'on a posée à tous les auditeurs de Sud Radio sur le compte X, vous êtes plutôt inquiet par l'arrivée de qui, de quoi ou pas du tout ? Moi, je suis plutôt inquiet du fait qu'on s'intéresse énormément à cette élection. Nous sommes un pays, nous sommes la France, et les élections présidentielles se passent généralement chez nous. Et on ne s'inquiète pas en fait de ce qui peut se passer en dehors de notre pays. Là, ce que ça décrit qu'en fait demain les maîtres du monde qui sont en fait les États-Unis, nous allons dépendre en fait de soit de Trump ou soit du wokisme de Kamala Harris. Et je pense qu'en fait c'est ça qui dérange les gens. Et moi ce qui me fait peur, c'est qu'en fait finalement les États-Unis ont pris notre souveraineté, la souveraineté en fait de l'Europe. Vous avez qu'à entendre en fait ce que a dit comment il s'appelle notre ancien qui s'est fait licencier par Ursula von der Leyen là. Thierry Breton. Que si demain Trump arrivait en fait tout simplement au pouvoir, ce serait l'abandon de l'Europe. C'est une tragédie d'entendre ça. Ça veut dire qu'en fait nous dépendons à 100% de l'économie américaine et de la politique américaine. Ce sont donc du coup les Américains qui nous dirigent. Et moi c'est ça qui me fait plus peur. Bon. Après j'espère que demain évidemment j'ai une sensibilité pour Trump, ça vous le savez tous. Et je n'ai moi je ne le savais pas, mais je n'ai pas. Moi je le savais parce que j'ai des dossiers sur tout le monde, mais vous êtes fiché par le raid. Je n'ai pas envie de la continuité en fait de la politique de Biden et que Kamala Harris en fait va poursuivre. Et derrière nous savons qu'il y a derrière Kamala Harris. C'est Obama en fait qui dirige tout ça. Bon, Gérald, alors vous restez avec vous, mais vous savez il y a une conclusion que j'avais promise à Jean-Michel Fauvergue. D'ailleurs l'occasion de dire que c'est kiff-kiff pour l'Europe, c'est-à-dire que ce soit Kamala Harris ou Donald Trump, on reste très protectionniste aux États-Unis. Oui, économiquement c'est pareil, c'est du pareil au même. Par contre, ça, je le répète, ça
pour moi et pour beaucoup d'autres, ça change au niveau de la défense, au niveau de l'OTAN, au niveau du matériel envoyé à l'Ukraine, sur la résistance sur cette guerre-là, qui est une guerre qui est que je crains beaucoup, moi, et qui est aux frontières de l'Europe. Donc là, ça craint beaucoup. Et là, les Européens, si c'est Trump qui passe, eh bien, devront se surpasser et arriver quand même, et c'est là où je suis d'accord avec Gérald, arriver quand même à devenir une vraie puissance, cette Europe-là. Et on aura remarqué donc que les auditeurs de Sud Radio pro-Trump se sont mobilisés sur le compte X, bien sûr, mais d'une manière générale, en France, les gens sont peut-être un peu plus inquiets par l'élection de Trump que mais bon, en plus de ça, je veux dire, voilà, il n'a pas la peste, c'est la démocratie, aimez bien Trump et rassurez-vous, faites la fête si Kamala Harris est élu. Voilà, et puis il est toujours en vie. Rappelons quand même que c'est une campagne terrible. Il a été l'objet de 2 tentatives. C'est exact. Quand même, c'est ce qui est assez impressionnant. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible que de s'attaquer comme ça dans une démocratie comme bon, c'est pas nouveau. Dans une démocratie comme sur des. Ce sont des grands spécialistes de l'assassinat de président, les Américains. Je dis ça, je dis rien. Abraham Lincoln, Kennedy, et bien sûr, Reagan. Donc attention. Enfin, je veux dire, il y a une violence politique aux États-Unis qu'on oublie souvent. Tentative sur Reagan, bien sûr. Heureusement. Merci Christophe Madrol de nous avoir fait partager l'émotion depuis New York. On vous retrouve très vite, bien sûr. Vous pouvez pas voter, Christophe, dans les vraies voix. Une petite. You don't have the rights. You don't have the rights. Thank you very much, and I see you soon. You're welcome. Dans un instant, qui c'est qui l'a dit? Le quiz de l'info. Tout le monde est là. Notre auditeur Gérald et bien sûr nos 3 vraies voix. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. Merci à Sud Radio pour l'attention que vous portez au sport. C'est super, continuez. Sud Radio, parlons vrai. Vraie voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Ça va chauffer parce que c'est le moment où nos vraies voix sont remontées comme des pendules. Philippe Bilger, le président de l'Institut de la Parole et auteur de Libre propos d'un inclassable. Françoise Degois, éditorialiste Sud Radio. Jean-Michel Fauvergue, le patron du RAID et ancien député. Ils sont prêts et ils sont défiés surtout par Gérald de Montpellier. Vous êtes avec nous, Gérald? Gérald, moi, je sais, il est fort. On le sent bien, Gérald. Alors c'est parti, on y va. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Je vous rappelle le principe, je vous donne une déclaration. On laisse d'abord répondre Gérald. Si Gérald a la bonne réponse, c'est lui qui marque. Sinon, les vraies voix se jettent sur l'opportunité. Voici une question qui vaut 2 points. Qui c'est qui l'a dit? Que les femmes le veuillent ou non, je vais les protéger. Qui a dit ça, Gérald? Trump. Bravo. C'est vous qui prenez le point. On le savait que Gérald serait fort. Combien? 2 points. Oh 2 points. Ça commence fort. Déjà. J'ai encore une question à 2 points. Qui c'est qui l'a dit? Ce serait une très mauvaise nouvelle que Trump revienne au pouvoir pour toutes celles et ceux qui luttent contre l'extrême droite. Sandrine Rousseau. Non. Mélenchon. Non. On n'est pas loin. Mathilde Panot. Oui, Mathilde Panot. Les 2 points pour Françoise. 2-2-0-0 pour les 2 hommes qui sont à mes côtés. Question à 3 points. Attention, on ne rigole plus. Qui c'est qui l'a dit? Envoyer la police faire la chasse aux fumeurs de joint n'est pas la solution. Alors, Gérald? Putain, mais je sais pas, la gauche, mais je sais pas. Non. Vous avez dit un petit gros mot. Jean-Luc Mélenchon? Non, ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon. Olivier Faure? Non plus. Fabien Roussel? Non, c'est pas Tanguy. Non. Fabien Roussel? J'ai entendu ce matin. Non, Fabien Roussel. Perpignan, le maire de Perpignan. Non. Non, c'est pas Louis Alliot. Si je peux vous donner un petit indice. On reste à 3 points. Si je vous dis Europe. Raphaël Glucksmann. Oui, Raphaël Glucksmann. Il a reconnu avoir fumé quand il était jeune. Françoise Degois prend 5 points. 3 plus 2. Attention, question simple. 1 point. C'est qui l'a dit? Je ne sais pas si c'est Olas ou Diallo le numéro 1, Gérald. Olas ou Diallo, numéro 1? Ouais. Alors, j'ai aucune idée. Allez, les autres? Benzema? Non. Non. C'est un homme politique qui a dit ça. Je ne sais pas si c'est Olas ou Diallo le numéro 1. Pablo Longoria? Olas et Diallo, vous savez de qui il s'agit? C'est Lyon, bien sûr. C'est la FFF. C'est Carl Olive? Non.
C'est qui Olaf ou Diallo Macron? Bah non. Non. Enfin, Didier Deschamps? Qui pourrait dire ça en ayant été numéro 1? Non, j'en sais rien. Moi. Platini? Bah Noël Le Graët. Ah bah moi. Mais pourquoi vous nous parlez de mecs comme ça? On s'en fout de Noël Le Graët. Bah vous êtes mauvais joueur. Non, mais je n'en reviens pas. Quand est-ce qu'on aura des questions sur le rugby, des vraies questions? Parce que Noël Le Graët, franchement, sérieux, il est où d'ailleurs? Il s'agit du quiz de l'actualité. Nous restons sur l'actualité. Attention, pour 2 points, Gérald reprend la main. Qui l'a dit? Mon assistant parlementaire travaillait au siège du parti comme il avait le droit de le faire. Il travaillait pour moi, il gérait mon courrier. Je le voyais tous les jours. Marine Le Pen. Non. Ah merde. Louis Alliot. Oui, Louis Alliot. Oh là là, Françoise de Gois. Il a fait une audition pathétique quand même. Vous Louis avez Alliot. mathématiquement d'ores et déjà gagné, Françoise de Gois. Merci, mais pour l'honneur et parce que vous avez du panache. Attention, qui l'a dit pour 3 points? Pour financer notre modèle social, et si on veut le conserver, il faudra travailler davantage, Gérald. Ah putain, je le sais. Vous nous faites un chaud petit mot, hein. Le ministre du Travail. Pas tout à fait, mais c'est un ministre. Antoine Clé. Attendez, Gérald, vous avez dit? Ministre de l'économie, Antoine Normand. Votre il l'a dit, je l'ai entendu. Oui, il l'a dit. Bravo Gérald. Bravo, parce que Antoine Armand. Ah, très bien. Parce que très peu de gens le connaissent encore, et beaucoup quoi. Enfin, ça vous fait 3 points. On a encore une petite dernière question pour 2 points. Dis donc, je suis à combien là moi? Ah bah 3 et 2, 5 et 2, 7. Bon, je suis pas rattrapable. 7 à 5. 7 à 5, non, pas rattrapable parce que là c'est 2 points. Mais enfin, ça peut faire match nul. Qui c'est qui l'a dit? Gérald. Qui c'est qui l'a dit? On est dans une période où il faut faire attention à tout ce que l'on dit, mais je n'ai pas le sentiment d'avoir dérapé. Ça peut être plein de choses. Alors Gérald Sandrine Rousseau. Non. Tanguy. Il vous aura fait la misère aujourd'hui. Hein, non? Bah alors Noël Le Graët. Noël Le Graët, oui, c'est bien. Et alors, j'ai répondu en même temps. Alors justement, voilà, pourquoi 2 fois Noël Le Graët? Parce que tout simplement, j'avais envie de vous piéger. Et je vous ai piégé. Et c'est sur cette question que Gérald revient à égalité. Françoise, vous avez gagné. C'est votre truc. Mais Gérald aussi. On s'en fout de Noël Le Graët. Mais on s'en bravo, Gérald. Vous avez eu, François. C'est débile. Dans un instant, les infos. À tout de suite. Sauf que Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Bradel. Ils sont là avec nous et notre réalisateur Quentin qui est à la technique et qui est le bienveillant grand faiseur de l'émission. Philippe Bilger, les vraies voix, président de l'Institut de la Parole et auteur de Libre Propos d'un Inclassable. Je traînais mon propos, vous l'entendiez, pour que, à partir du moment où enfin elle s'assoya. Ouais. Excusez-moi, pardonnez-moi. J'ai été retenu par un problème de carte magnétique, vous ne croyez pas? Françoise de Gois face à la carte magnétique. Mais je n'arrive plus à passer les portiques, vous voyez, c'est Fort Knox ici. Hein. Et vous n'êtes pas le seul, vous n'êtes pas la seule, éditorialiste Sud Radio. Mais appelez Jean-Michel Fauvergue qui a une clé pour entrer partout, patron du RAID et ancien député. Ce que c'est pas François, c'est que c'est la direction qui lui a enlevé le badge. Quoi. Non, mais rigolez pas, vous savez que c'est l'angoisse de plein d'employés en France aujourd'hui. C'est est-ce qu'un jour mon badge va pas marcher parce qu'on sait que ça veut souvent dire vous ne rentrez pas. Ça c'est bon. Enfin, nous au RAID on rentrait partout et sans badge. Hein. Bon, alors au-delà de tout ça, nous avons nos auditeurs qui nous laissent des messages et qui nous donnent leur avis au 0826 300 300. Écoutez Jean-Christophe. Oui, bonjour Jean-Christophe Dubousca, justement à côté, pas très loin de Talence. Merci de dire à ce maire que c'est bien gentil de prendre une taxe pour les gens qui habitent dans sa ville ou dans les autres villes. Mais par contre, à quel moment ils vont faire des économies dans les mairies? À Bordeaux, vous ne pouvez pas traverser une rue sans trouver des travaux, à installer des choses pour les vélos, mettre des autocollants 30 km/h aux 4 coins de la ville, faire des frais comme ça sans arrêt. Donc faites des économies et après on vous donnera de l'argent pour votre taxe. Mais faites d'abord des économies. Et puis, bon, alors ça c'est le vrai débat là qui est rouvert, hein. Taxe d'habitation ou pas, the débat. Qu'en pensez-vous, Philippe Bilger? Alors j'ai cru comprendre que Catherine Vautrin, de toute façon, avait exclu la remise sur le plan des municipalités de la taxe d'habitation et qu'elle prévoit un dispositif sur lequel on n'a aucune précision puisque
puisqu'elle laissera, si j'ai bien compris, les communes le décider ou dans le cadre d'une concertation, le moment venu. En fait, elle ne veut pas dire, elle ne veut pas vexer le président de la République sur ce qui était censé être son œuvre. Parfois, en France, ça équivaut à un renvoi sine die. Ça a été la cause de son élection principale en 2017 aussi, la taxe d'habitation. Profondément, bon, je ne sais absolument pas ce qu'ils font avec la taxe d'habitation. La réalité aussi, c'est qu'elle n'a jamais été compensée, cette taxe d'habitation, malgré, toutes les promesses gouvernementales. À chaque fois, ça s'est réduit comme une peau de chagrin sur les collectivités territoriales et locales. Donc bon, écoutez, je n'en sais absolument rien. De toute manière, étant donné ce qui est en train de se concocter, le retour de la taxe d'habitation sous son appellation ou même sous une autre forme serait un aveu d'échec terrible. Ça m'interroge parce que vous n'avez pas remarqué quand même que la taxe foncière pour les propriétaires avait terriblement augmenté. Ce qu'on n'a pas vu là, voilà, Jean-Michel Fauvergne. Alors sur la taxe foncière a augmenté un peu partout et en particulier à Paris, 50% l'année dernière, 20% cette année, etc. Mais la taxe d'habitation, ça avait été une promesse effectivement du candidat Macron, une promesse tenue, ça a redonné, non mais soyons clairs quand même, ça a redonné du pouvoir d'achat aux gens qui payaient cette taxe d'habitation, c'est-à-dire la majorité des personnes, et on veut maintenant la rétablir comme ça d'une manière, et elle a été compensée, je suis désolé de vous le dire, elle a été compensée à l'euro près sur au niveau local. Donc effectivement, mais par une aide de l'État, et justement ce qu'on a repris d'un côté, on l'a pas. Bref, c'est un peu du marketing pas les délégations générales, comment on appelle ça, parce qu'on donne on donne aux communes. Non, je pense qu'il faut véritablement se poser la question de savoir si en France il n'y a pas des échelons en trop. Imaginez-vous, vous avez les communes, vous avez les agglomérations, vous avez les départements, vous avez les régions. Et puis vous avez l'État central. Et au-dessus, vous avez l'Europe. Et quand vous voyez nos élus locaux, souvent, ils sont élus maires, ils sont vice-présidents des agglomérations, ils sont élus au département, ils sont élus à la région, et avec un jackpot terrible quelquefois. Alors il y a ça aussi qui joue. Là, on pourrait faire des économies sur ces affaires-là. Bon, Philippe Bilger, Jean-François Copé dit, grosso modo, il y a des gens qui payent une taxe foncière énorme mais qui n'ont pas un gros budget et qui sont propriétaires, et puis il y a des gens très riches qui ne payent plus rien parce qu'ils sont locataires. Lui propose d'équilibrer. Il faut faire quelque chose. Je trouve que ça n'était pas absurde, cette idée de Jean-François Copé, parce que il constate dans la gestion de sa ville de Meaux à quel point cette volonté d'équilibre serait une bonne chose. Vous savez que les grands hommes naissent à Meaux, hein. Oui. Non mais j'en suis un, c'est pour ça. Voilà. Mais vous n'êtes pas forcément un aigle. Je l'avais pas sur mes fiches, ça. Excusez-moi. C'est bizarre. Non, il y a des trous dans la raquette. Tu m'étonnes qu'il y ait des trous comme ça. Regarde, on est en train de parler. Non, mais je préfère le dire tout de suite parce que comme je parlais de Copé, c'est pour ça. On est en train de parler tranquillement de rétablir des impôts dans ce pays. On est en train on rétablit des impôts tout le temps. On remet ceux qui ont été abandonnés. On va bientôt il va y avoir la gabelle, la taxe sur le sel, etc. C'est de la folie. Faisons des économies au lieu de parler d'impôts tout le temps. Moi, j'en ai marre. Je souhaite quand même bon courage à tous les députés qui vont retourner devant les urnes en cas de dissolution à l'été prochain avec un tel budget qu'ils auront voté et validé. Alors là, vraiment, je leur dis bonne chance. En tout cas, merci à Jean-Christophe Dubousquin qui réagissait finalement aux déclarations de Louis Alliot, invité ce matin de Jean-Jacques Bourdin, le maire de Perpignan. Et évidemment, beaucoup de maires aujourd'hui se posent la question de ces taxes d'habitation, taxes foncières, suite au prochain épisode. Le prochain épisode sur Sud Radio, avec les vraies voix, c'est le tour de table. Chacune de nos vraies voix a choisi son sujet du jour. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Bradel.
Vous avez pu le constater, vous réagissez à ces nombreux sujets d'actualité en ce début du mois de novembre. Nous avons évoqué les élections aux États-Unis. Nous évoquerons l'un des grands moments de ce jour aussi, l'ouverture du procès contre les 8 prévenus censés être impliqués dans l'attentat contre Samuel Paty. En attendant, bien, il reste d'autres thématiques et ces thématiques, elles sont choisies par chacun de nos vraies voix, chacune de nos vraies voix. C'est le tour de table. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table. De l'actualité. Philippe Bilger, alors un sujet évidemment sur lequel vous êtes hyper spécialiste, une prévenue relaxée dans une affaire de prise illégale d'intérêt grâce à la jurisprudence Dupond-Moretti. Oui, alors c'est la 13e chambre du tribunal judiciaire de Paris a voulu s'amuser et je reconnais que c'est assez drôle. Dupond-Moretti a été relaxé devant la Cour de justice de la République en vertu de l'argumentation suivante. Il a commis un conflit, une prise illégale d'intérêt, mais il n'a pas pu se rendre compte qu'il avait une intention, que son intention coupable était concrétisée. Ce qui n'était pas sérieux en réalité, sauf à considérer que Dupond-Moretti n'avait rigoureusement en arrivant aucune notion juridique. Et la 13e chambre du tribunal judiciaire de Paris a appliqué exactement la même argumentation en disant cette prévenue est coupable de prise illégale d'intérêt, mais comme elle ne connaissait rigoureusement rien au droit, qu'elle ne pouvait pas savoir qu'elle commettait une infraction, qu'elle n'avait pas d'intention coupable, eh bien on la relaxe. J'ai beaucoup aimé ce clin d'œil à la Cour de justice de la République et une manière de servir d'une jurisprudence aberrante pour peut-être l'utiliser à meilleur escient. Alors, juste Philippe Bilger, vous qui êtes magistrat, vous considérez que, donc que cette loi est mal ficelée finalement? Non, je trouve que la décision de la Cour de justice de la République était plus politique que juridique, judiciaire. Mais bon, ce qui m'amuse, c'est ce qu'en a fait la 13e chambre. Françoise de Gois. Oui, je trouve ça assez ironique. Enfin, c'est très très bien fait. Je partage complètement l'avis. D'abord, sur le fait qu'elle soit relaxée. Quand on écoute vos arguments, c'est une évidence qu'elle doit l'être, en fait, en réalité. Et c'est une façon de moquer. On s'était insurgé beaucoup autour de cette table, notamment Philippe Bilger et moi, sur comment dirais-je, les jugements de la Cour de justice de la République. Ça ne va plus du tout, ça ne fonctionne plus du tout. Il faut vraiment fonctionner maintenant autrement. Enfin bon, c'est encore... Tous les présidents, vous savez, s'engagent à changer les institutions quand ils arrivent. Et puis quand ils arrivent, elles sont tellement bien et elles sont tellement comme des pantoufles à leurs pieds parce que ça garantit un pouvoir tellement absolu qu'en réalité, personne ne les change. Et c'est pas contre Emmanuel Macron qui dit ça, car le premier qui a fait ça, c'est François Mitterrand. Je vous rappelle qu'on a eu droit, pourtant c'est mon camp, et je l'admire, mais on a eu droit au coup d'État permanent, on a eu droit à tout le cinéma, et une fois arrivé à l'Élysée, c'est quand même vachement bien les chaussures. Et on vous confirme bien qu'il y a bien la séparation des pouvoirs. Allez, là aussi, un autre clin d'œil. Jean-Michel Fauvergue. Qu'est-ce qu'elle avait fait, cette dame qui n'a pas été condamné? Je ne connais pas le détail. Parce que c'est bien, parce que c'est très très bien de faire de l'humour, de se servir des jurisprudences pour ne pas condamner quelqu'un qui peut-être était coupable de quelque chose de grave. C'est bien. Moi, je suis assez d'accord pour faire de l'humour avec ça, ouais. Mais c'est pas comme si les juges avaient du boulot, quoi, en fait, en réalité. Oui, mais alors c'est ça le problème, c'est-à-dire que ça monopolise énormément la justice. Bien sûr, non, mais il y avait, je ne connais pas le détail de l'affaire, mais il y avait une prise illégale d'intérêt et c'est uniquement sur le plan de l'intention coupable que la relaxe a été obtenue. Ah oui, l'intention. Bon, alors les vraies voix et vous les auditeurs de Sud Radio, un sujet très important que Françoise de Gois voulait évidemment mettre au devant de l'actualité. La jeune femme en sous-vêtements en Iran qui s'est déshabillée pour protester, elle a disparu évidemment.
Oui, alors en fait on connaissait pas son nom, mais maintenant je vous propose qu'on le répète tous parce que c'est le seul moyen en réalité de planter au moins une cause et de faire qu'on ne l'oublie pas. Donc en fait elle s'appelle Aou Dariae. Elle s'appelle Aou Dariae. Ouais. Elle a été cette vidéo est devenue virale. Elle est vue des millions de fois. Cette jeune femme qui se met en sous-vêtements vraiment pour protester. Alors c'est complètement surréaliste hein, sur le campus de l'université. On voit des jeunes femmes carrément en hijab et elle est là, elle déambule. Évidemment, elle a été arrêtée. Encore une fois, il y a du courage et j'ai vu aussi du désespoir moi dans cette vidéo. Ouais, j'ai vu suicidaire. Un geste de désespoir en disant mais vraiment, comment faire ? Eh bien, je fais ça. Voilà. Il y avait quelque chose d'assez désespéré. Moi, je suis en admiration devant ces femmes iraniennes. Je pense que je n'aurais aucun courage de faire ça. Je peux vous citer toutes les vidéos où maintenant elles dansent en hip-hop avec les cheveux elle continue. Vous vous rendez compte quand même? Vous imaginez quand même la détermination des Iraniennes à continuer. Hein, on en est là depuis 2 ans. Ils savent très bien que le régime a de toute façon pris un coup quand même sérieux. Et voilà, je voudrais penser à cette jeune femme. Je ne sais pas où elle est. Nous pouvons tous envisager qu'elle ne finira pas bien sa vie si ce n'est déjà fait. Elle risque 10 ans de prison, ça c'est la base, mais on imagine. Alors, il y a eu comme argument avancé par les autorités iraniennes qu'elle souffrait de démence. On peut tous avancer. Moi, je suis en admiration en pamoison. Aou Dariae, voilà. Elle s'appelle comme ça. Elle avait été harcelée par les gardiens de la Révolution. Alors, évidemment, c'est un courage suicidaire, vous l'avez dit, parce que ça dépasse la résistance même de ces jeunes femmes, de ces femmes qui ont été extraordinaires sur le voile. Peu importe. Oui, peu importe, voilà, c'est ça. D'admiration. Ouais, peu importe, parce que j'entends des bémols, je lis des bémols sur Twitter, etc. Mais peu importe. Je veux dire, on s'en fout. Évidemment, ça déborde, évidemment, mais on s'en fout. Parce que mais en France, si quelqu'un se balade en sous-vêtements, peut-être que la police aussi intervient. Donc non, évidemment, mais ce que je veux dire, on s'en fout. Mais on s'en fout, effectivement. On s'en fout, c'est le contexte. La différence de le regard des gens était étonnant. La différence de la France, c'est que si vous baladez en sous-vêtements, vous allez faire l'objet d'interpellation d'une contravention et vous risquez pas votre vie, quoi. Donc on est dans un pays démocratique, ne le sont pas. Cette femme, elle est remarquable. Elle est remarquable, cette femme-là. Puis elle est belle en plus. Je veux dire, elle dégage un truc. Mais moi, juste une question. Quelles sont les réactions de nos féministes ici? Est-ce que quelqu'un Si, Sandrine Rousseau a réagi, tout le monde a réagi. Clémentine Autain, Caroline Dehaze ont réagi. Mais bien sûr. Non, moi je pense que je les ai pas vus, moi. Moi je les vois. La tarte à la crème sur les féministes disent rien. Si, elles disent bien sûr. Sauf qu'elles s'en prennent plein la gueule parce qu'elles sont beaucoup plus lâches sur la question du voile. Mais on peut très bien ne pas être radical sur la question du voile, ce qui n'est pas mon cas, hein, bien sûr. Mais on a le droit de ne pas être radical sur la question du voile et d'être de tout cœur dans le combat avec les femmes iraniennes et les femmes afghanes. Parce que on aurait très bien pu faire ça sur l'Afghanistan avec les femmes qui ont désormais interdit. C'est une horreur. Elles peuvent plus parler, c'est incroyable. Il faut plus entendre le son de leur voix. Si elles parlent, il faut que ça soit du murmure. Mais vous vous rendez compte le délire, le délire. Ouais, et évidemment ce symbole du voile qui est très présent aussi dans la société française. Moi, je reviens du Maroc, là où j'ai vu des jeunes femmes marocaines en mini-jupe, les cheveux découverts, certaines avec juste un voile, et puis d'autres qui visiblement pratiquaient la charia. Donc c'est en fait un pays où les femmes donnaient l'impression de choisir. Alors le Maroc a beaucoup changé aussi. Vous savez, moi je vais très souvent au Maroc, à Casablanca notamment. Il y a 10 ans, il y avait une proportion de femmes voilées beaucoup moindre que maintenant. Donc il ne faut pas non plus idéaliser le Maroc. Je pense que le Maroc est soumis à la même pression de l'islamisme radical, malgré tout ce qui a été fait par le roi et par la famille royale pour essayer d'apaiser ça, d'atténuer ça, notamment en promouvant le soufisme qui est beaucoup plus éclairé, mais ça ne fonctionne pas quand même. L'islamisme radical, l'islam politique, c'est un fléau généralisé. Les attentats terroristes islamistes font plus de morts dans les pays musulmans que dans les autres pays. C'est vrai. Donc c'est un fléau généralisé. Alors on vous retrouve pour le tour de table justement
justement, dans un instant, Jean-Michel Fauvergue, c'est un sujet intéressant. Vous allez nous parler de la cigarette. 0826 300 300 si vous voulez réagir. Les vraies voix sont là avec vous, bien sûr. C'est Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Frédéric Bradel. Nous sommes à ce moment-là de l'émission dans le cœur de la machine à 18h30. C'est au sein même du tour de table que vous nous retrouvez sur Sud Radio. Les vraies voix ce soir, Philippe Bilger, Françoise Degois et Jean-Michel Fauvergue. Quel sujet a choisi le patron du RAID, ancien député Jean-Michel Fauvergue? Vous intéressez au mois sans tabac. Nous y sommes. Faut-il continuer à raisonner uniquement en termes de pseudo-politique? C'est ce que vous dites, pseudo-politique de santé. Oui. Dites-nous en plus. Oui, alors faut-il continuer à raisonner en pseudo-politique de santé ou en phénomène de criminalité qui prend de plus en plus d'expansion, comme pour les stupes d'ailleurs. Et donc on est effectivement... Plus c'est cher, plus il y a de trafic, plus c'est interdit, plus il y a de business. Oui, ouais. on est dans le mois sans tabac et les associations contre le tabagisme s'expriment, elles ont raison d'ailleurs, et les spécialistes de la santé s'expriment, ils ont raison aussi. Mais par contre, tous leurs arguments convergent vers le prix du paquet de cigarettes. Le prix du paquet de cigarettes qui a fortement augmenté et qui doit encore augmenter selon eux et selon d'ailleurs une enquête des sénateurs qui sont pour augmenter ce prix-là jusqu'à 25 € le prix du paquet de cigarettes, ce qui équivaut à une cartouche de cigarettes dans d'autres pays. Alors d'un côté on a ça, de l'autre côté on a les cigaretiers et les buralistes qui eux défendent évidemment le contraire. Ils sont dans leurs intérêts propres. Et autour de ça, quels sont justement ces résultats-là? Et on s'aperçoit que de 2010 à 2019, le tabagisme en France a baissé sous la contrainte de ces augmentations du prix du paquet. Il a baissé de 30% de la population qui fumait à 25 ou 24,5% de la population, mais sauf qu'en 2019. Donc efficace jusqu'en 2019. Et en 2019, ça s'est bloqué et ça ne baisse plus. Pourtant, les prix augmentent. Donc on est arrivé à un effet de seuil et la seule conséquence qu'on a sur l'augmentation des prix des cigarettes, c'est qu'on favorise, l'État lui-même crée son propre désordre et favorise les trafics de contrebande et les trafics de contrefaçon. Et aujourd'hui, vous avez des maires en Seine-Saint-Denis, à Paris, où il y a eu des rixes importantes un peu partout, qui sont en train d'alerter sur cette nouvelle criminalité qui est en train d'apparaître. Et cette criminalité, elle rapporte aux criminels, elle est organisée, elle rapporte aux criminels quasiment autant que la criminalité sur les stupes, à peu près entre 2 et 4 milliards d'euros. Les stupes, c'est maintenant estimé entre 4 et 6 milliards d'euros. C'est à la louche, évidemment, ce sont des trafics, on n'a pas de statistiques là-dessus. Alors, et donc, vous préconisez quoi, vous? Et moi, je préconise d'écouter un peu aussi dans ces domaines-là les gens qui parlent de sécurité publique. Les policiers, les gendarmes, certes, mais surtout les élus locaux. Et de les écouter et de prendre en compte cet argument-là. De dire qu'il ne faut pas être suicidaire, il ne faut pas rajouter... On est aujourd'hui dans une société qui est pourrie par les trafics de stupes. Vous l'avez vu, on a essayé de réagir là-dessus. Si en plus se rajoute aujourd'hui, d'ores et déjà, et demain encore plus, des trafics de cigarettes qui sont aussi violents à Max Dormois à Paris. Dans le nord de Paris, vers Porte de la Chapelle. Oui. Les Afghans qui tiennent le réseau se sont battus à coups de couteau. Il y a eu des coups de feu. C'est en train véritablement de bouillonner ce trafic-là. Donc il faut écouter aussi, prendre cet argument-là en compte. Réaction de vos deux autres vraies voix, Philippe Bilger. Jean-Michel, très intéressant votre analyse. Je ne suis pas totalement convaincu par la possibilité que les pouvoirs auraient d'arbitrer également entre les problèmes de santé et ceux de la sécurité. Je comprends bien que le trafic augmente, mais y a-t-il une autre possibilité pour les pouvoirs que d'augmenter, que de faire en sorte, on ne voit pas, alors que c'est approuvé cette politique anti-tabac. Écoutez, juste une chose. François Degois, peut-être. Oui. Non, mais ça m'intéresse. Il n'y a pas grand-chose à dire. Même en tant que fumeuse, n'allez pas acheter vos paquets en contrebande. Je vous explique juste, c'est mon expérience. Elles sont pourries. Oui, vous ne savez pas ce que vous fumez. Elles sont trempées dans la vaseuse. Vous pensez vraiment que ce sont les cigarettes classiques parce qu'il y a les
les emballages classiques, mais ça n'est pas vrai. Donc ne faites pas ça. Conclusion. Vous savez, Philippe, qu'on est le premier pays consommateur de stupes. En Europe et peut-être dans le monde, je ne sais pas. On est aussi le premier pays consommateur de cigarettes en Europe. Et donc ça ne fonctionne pas. Les autres pays ont des cigarettes qui sont moins chères, ça ne fonctionne pas. Il y a d'autres choses à faire. Il y a la vapoteuse, il y a des tas de trucs, il y a de la prévention à faire. C'est là-dessus qu'il faut appuyer. Et il faut surtout, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui dans cette rubrique-là, il faut surtout aussi écouter les gens qui sont chargés de la sécurité publique dans nos rues et de ce qu'ils ont à dire là-dessus. Message reçu. C'était le tour de table de Jean-Michel Fauvergue. Voici, à ce moment-là de l'émission, la fameuse info en plus de Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Félix est de retour. Le roi d'Espagne en a donc appelé hier à comprendre la colère et la frustration des habitants dans les zones sinistrées du sud-est de l'Espagne. Oui, Felipe VI, pris à partie, on en parlait, par des habitants qui décrivent un sentiment d'abandon. Abandon non seulement au moment des inondations, mais aussi dans la gestion de l'après. Le décompte officiel a dépassé les 217 morts, mais les pouvoirs publics ont du mal à suivre le rythme des découvertes macabres, raconte Flavien Benalio, journaliste, il se trouve sur place. Moi, j'ai été à la morgue samedi. Il y avait des va-et-vient de camions frigorifiques, des semi-remorques frigorifiques. On ne parle pas de petits camions dédiés aux cadavres habituels. Flavien Benalio, joint par Amélie Béguin pour Sud Radio, et avec une boue épaisse omniprésente, il nous décrit une situation sanitaire critique, notamment dans le quartier de la Touraine, zone excentrée de Valence. Une odeur pestilentielle qui vous prend à la gorge, puisqu'il y a un mélange de macération de boue, d'eau, des denrées alimentaires qui pourrissent, des poubelles qui pourrissent, et peut-être aussi, et sans doute, des corps d'animaux, des chiens, des chats qui ont perdu la vie dans cette catastrophe. L'eau est encore présente, la boue est encore présente, il peut y avoir encore des corps qui se cachent dans ces lieux. C'est la crainte des habitants de se retrouver autour de personnes sans vie qui aujourd'hui en plus engendrent un risque, par exemple, d'avoir de tétanos. Les autorités d'ailleurs demandent à ce que les personnes qui sont en contact direct avec la boue puissent se faire vacciner rapidement. D'ailleurs, il y a eu la mise en place d'un centre de vaccination où les personnes prioritaires se font vacciner contre le tétanos. Les secours continuent à rechercher des victimes, notamment dans les garages ou les parkings souterrains, parfois encore envahis par cette fameuse boue épaisse. Honnêtement, c'est un véritable cauchemar, parce qu'on ne comprend pas bien pourquoi. Je pense que la France attend encore le feu vert des autorités espagnoles, je pense, pour envoyer ses secouristes. Alors, certains secouristes français sont déjà intervenus. Partis, d'accord, mais parce qu'on ne comprend pas la difficulté de la coordination en réalité, parce que bon, c'est le système espagnol qui veut ça aussi. Moi, je comprends la colère des habitants. Honnêtement, l'Espagne n'est pas un pays du tiers-monde, c'est un grand pays moderne. L'Espagne, comment est-ce qu'on peut encore avoir de la boue, des corps qui pourrissent là-dedans à l'intérieur? Comment c'est possible en fait? Vraiment, je pose la question. Bon, merci Félix Mathieu pour cette info en plus. Dans un instant, c'est le coup de projecteur sur Sud Radio, le souvenir de Samuel Paty, toujours présent à l'heure où s'ouvre le procès des complices présumés de cette tragédie. Entre pression et peur, nos enseignants peuvent-ils encore tenir bon face à la radicalisation? C'est la question que nous vous posons. L'école peut-elle encore gagner son bras de fer avec la radicalisation? Nous recevrons dans un instant Marie-Laure Tirel, déléguée laïcité du syndicat enseignant SE UNSA. Une question juste avant de se retrouver dans un instant, chère Marie-Laure Tirel. Les enseignants ont-ils adapté leur méthode de travail face à la pression islamiste? Je pense qu'ils ont toujours été de toute façon face à toutes les pressions qui peuvent exister, et ils continueront. On vous retrouve dans un instant. Les vraies voix sont là. N'hésitez pas. 0826 300 300. Les vraies voix continuent. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Pourquoi est-ce que vous aimez Sud Radio, Yamina? Parce qu'il y a une liberté de ton, parce qu'on donne la parole à ceux qui n'ont pas l'habitude de la prendre, puis à toutes les opinions qui s'expriment. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Bradel. Vous nous écoutez peut-être en voiture, rentrez doucement, prenez le temps. Nous allons nous installer. Les vraies voix, Philippe Bilger, Françoise Degois, Jean-Michel Fauvergue vous éclairent, vous accompagnent. C'est l'heure du coup de projecteur. Les vraies voix Sud Radio,
le coup de projecteur des vraies voix. Mon frère a été décapité donc en 2020. Samuel Paty va être poignardé puis décapité par Abdullah Kanzorov. Sans la dénonciation de la mineure à l'origine de toute cette cabale, sans dénonciation, pas de médiatisation, sans médiatisation, pas de crime. De fait, Samuel Paty aurait pu être sauvé. Il y aura un avant et un après Samuel Paty. Sauf que le après, c'est totalement absurde parce qu'à l'heure actuelle, avec toutes les offensives qui sont menées, on est dans le pendant. Un procès très attendu s'est ouvert ce matin, celui de 8 personnes soupçonnées d'avoir participé à l'engrenage qui a mené à la décapitation de Samuel Paty. Le professeur d'histoire reste très présent dans la mémoire collective. Nous attendons des réponses sur les responsabilités de chacun, depuis le mensonge d'une élève jusqu'au cyberharcèlement qui s'en est suivi, en passant évidemment, et c'est terrible, par cette tragédie. Nos professeurs avouent leurs angoisses au quotidien. La tension reste vive en cette période de conflit au Proche-Orient. D'où notre question du coup de projecteur. L'école peut-elle encore gagner son bras de fer avec la radicalisation? Vous donnez votre avis au 0826 300 300 et sur cette petite consultation qu'on vous propose sur le compte X de Sud Radio. Notre invitée, vous l'avez entendu juste avant la pause, Marie-Laure Tirel, déléguée laïcité du syndicat enseignant SE UNSA. Elle est avec nous. Elle ne bouge pas. Petit tour de table déjà. Réaction, Philippe Bilger. Je parle de ce bras de fer qui est prégnant. Ouais. Alors, déjà, à partir du moment où l'auteur de ce crime atroce a été tué, l'action publique principale est éteinte, mais je trouve tout à fait positive la démarche qui, de manière complète et cohérente, incrimine les 8 prévenus qui ont préparé, facilité, permis cette atrocité. Trop souvent, on se contente du châtiment pour le coupable principal, et là, en l'occurrence, par défaut, d'une certaine manière, on fait ce qui est nécessaire, on met en cause une chaîne très efficace qui a commis le pire puisqu'elle a permis ce qui s'est déroulé. Et donc j'attends le moment venu des sanctions si la culpabilité est établie, exemplaire. Alors le point de vue très attendu de Philippe Bilger, magistrat, on le rappelle dans un instant, Françoise Degois, Jean-Michel Fauvergue. Je voulais juste vous donner la tendance de cette consultation sur le compte X de Sud Radio. Vous dites non, l'école peut-elle encore gagner son bras de fer avec la radicalisation? Vous dites non à 60%. Peut-être juste cette réaction de Marie-Laure Tirel, donc déléguée laïcité du syndicat enseignant SE UNSA. Quand on parle de bras de fer, il est là, vous nous le confirmez? Mais en fait, la question que vous posez, c'est est-ce qu'elle peut? Sauf que l'école n'est pas seule dans ce combat, en fait, sur la radicalisation. L'école doit exercer sa mission, qui est celle d'élever des élèves au rang de citoyens, de promouvoir les valeurs et les principes de la République à travers les enseignements qui sont ceux qui sont donnés dans le cadre des programmes, de tout ce qu'on doit transmettre aux élèves, que ce soit on dit les fondamentaux et les différentes matières, mais aussi et surtout les savoir-être, pour pouvoir ensuite être un citoyen éclairé, avoir un esprit critique, etc. Et donc là, l'école ne peut pas tout faire, par contre, quand on parle de lutte contre la radicalisation. Bon, Françoise Degois. Moi, je suis d'abord très admiratif des professeurs. Je sais qu'il est bon ton de les critiquer en disant qu'ils ont rendu les armes, ils capitulent, etc. Bon, écoutez, c'est pas parce que il y a quelques exemples. Moi, je pense que le corps professoral a les yeux très ouverts et a les yeux très ouverts au combat et est au combat. Et moi, j'entends ce que dit notre délégué syndical. Elle a raison. Les profs ne peuvent pas tout. Et je suis toujours assez triste de voir ce défaitisme sur notre consultation, on a perdu la bataille. Non, on n'a pas perdu la bataille. C'est 60-40, cela étant, François, c'est pas non plus... Oui, on n'a pas perdu la bataille. Je pense que le corps professoral est courageux, il a les yeux ouverts, il sait très bien ce qu'il fait. Et donc, au-delà, si vous voulez, de quelques dérapages, je ne parle pas de Samuel Paty, parce que là, nous sommes dans l'horreur, la tragédie absolue. Mais je crois vraiment que dans la plupart des cas, et dans la majorité des cas, et tous les jours, les profs sont quand même admirables. Moi, je trouve.
Voilà. Marie-Laure Tirel, il y a eu récemment hommage rendu et à Samuel Paty et à Dominique Bernard, ne l'oublions pas, l'enseignant lui aussi victime d'un attentat. Ça s'est passé comment ? Bien, écoutez, chaque année, désormais, on va avoir ces hommages qui, je l'espère, se limiteront à nos collègues qui ont subi ces tragédies et leurs familles. J'ose espérer qu'il n'y en aura pas d'autres. Après, chaque année, on doit réexpliquer aux élèves les raisons pour lesquelles on doit chaque année faire un hommage, mais il faut aussi se rappeler que c'est au quotidien que nos collègues travaillent sur ce sujet, sur la lutte contre les discriminations entre les élèves, sur la lutte contre les actes qui peuvent être antisémites, racistes, homophobes, etc. Toutes ces difficultés qu'on peut avoir au sein des classes au quotidien, ce n'est pas que lors des hommages qu'on va le travailler, c'est vraiment, on va dire, lorsqu'on a une situation qui l'exige. Et il faut aussi dire que de plus en plus, ce ne sont pas que les élèves qui nous mettent en difficulté. On a aussi des atteintes qui peuvent venir des familles, de la société aussi en général, parce que quand on dit que l'école ne peut pas tout, il serait bon aussi qu'on puisse nous aider à arriver justement à cette mission. Alors Marie-Laure Tirel le dit, je le rappelle, vous êtes déléguée laïcité du syndicat enseignant SE-UNSA, l'école ne peut pas faire tout toute seule, ça tombe bien, on a le patron du RAID, ex-patron du RAID bien sûr, oui, je reprécise, mais vous l'êtes à vie pour nous, Jean-Michel Fauvergue. Ça veut dire qu'il faut quoi ? Il faut les forces de l'ordre au niveau des lycées, des collèges ? Non, mais écoutez, Fred, moi je voudrais réagir sur tout ce qui a été dit auparavant. Vous savez que je suis très critique sur la justice et je pense que dans notre pays on a un vrai gros problème de justice. Oui, ça fait 2 fois que vous montrez du doigt. Mais pas dans le domaine du terrorisme, c'est pas vrai. Dans le domaine du terrorisme, les magistrats sont fermes, ils ont été fermes jusqu'à présent, et c'est l'honneur d'un pays démocratique comme de la France de traîner ces gens-là, ces radicalisés, devant les tribunaux, devant notre système de fonctionnement pour les punir et pour qu'ils aient cette peine-là. Ça, c'est la première chose que je voudrais dire. Ensuite, je voudrais dire une deuxième chose. Dans la question que vous posez, vous dites l'éducation nationale peut-elle gagner son bras de fer avec la radicalisation. Et je suis d'accord avec notre intervenante. Vous dites l'éducation nationale, mais elle n'est pas seule. Et cette question, il faudrait la poser à tout le monde. Et puis, je pense qu'il ne faudrait pas... Mais qui à tout le monde ? C'est-à-dire qui ? Aux Français, aux citoyens. Il faut du courage dans cette population-là. Aux Français, aux citoyens. Les enseignants, d'une manière générale, sont admirables face à ces préoccupations-là. Il faut donc du courage et une volonté de faire. Et puis, la question, c'est pas peut-elle gagner ? C'est qu'on doit gagner, parce que si on gagne pas, qu'est-ce qu'on fait ? On met la clé sous la porte, on s'en va, on laisse notre pays ? Non, on va gagner, on doit gagner, mais il faut du courage, il faut se mobiliser. Les professeurs se mobilisent, les forces de l'ordre, puisque vous m'avez posé la question, évidemment se mobilisent. La justice se mobilise sur ce problème-là. Il faut qu'on continue à travailler sur l'ensemble de ce problème-là pour arriver à vivre en paix dans ce pays de ce point de vue-là. Marie-Laure Tirel, au moment de présenter ce débat et de revenir donc sur l'ouverture de ce procès, nous avons notamment évoqué alors cette espèce de cancer que sont les réseaux sociaux en pareil cas, parce qu'il y a eu un cyberharcèlement aussi avant à l'encontre de Samuel Paty. Est-ce que dans cette lutte, est-ce que dans ce bras de fer, tout ce qui est réseaux sociaux, finalement, vous rajoute une épine ? Oui, bien sûr. On voit bien que tout ce qui est réseaux sociaux, les médias, et puis aussi tout ce qui est fake news, là, on voit bien que malheureusement... c'est une rumeur, c'est parti d'une rumeur. Et la place des rumeurs au sein de l'éducation nationale, mais plus largement au sein de la société, et de la difficulté pour les personnes, je vais dire en général, parce que les adultes aussi se font avoir, sur vraiment l'esprit critique finalement, et donc savoir situer le vrai du faux.
c'est vraiment la difficulté qu'on a, et les élèves forcément sont également sujets à ces difficultés-là. Je voudrais juste rajouter un point sur l'éducation nationale. Quelque chose qui est important à mettre en avant, c'est aussi qu'on a eu des avancées sur la protection fonctionnelle, mais que ça n'est pas encore assez, ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce que vous appelez la protection fonctionnelle? Ça prend du temps à être mis en place. Ouais, c'est quoi exactement la protection fonctionnelle? Vous m'entendez? La protection fonctionnelle, c'est quand un enseignant ou un personnel est mis en difficulté, est attaqué. Justement, ça peut être sur les réseaux sociaux, notamment avec des noms, des choses qui sont dites à son encontre. La personne peut demander au rectorat d'être protégée et donc d'avoir l'institution qui peut donc diligenter un avocat, etc., pour financer les frais. Notamment. Alors, dans l'ordre de la demande, les vraies voix qui réagissent. Philippe Bilger. Je rejoins bien sûr mes amis chroniqueurs dans l'éloge qu'ils ont fait du corps enseignant, de l'univers des professeurs. C'est un métier magnifique et qui est de plus en plus difficile à vivre. Mais puis-je vous demander si est exact une sorte d'impression que j'entends beaucoup en ce moment, que beaucoup de professeurs auraient peur en réalité au regard des tragédies et des crimes dont certains de vos collègues ont été victimes. Marie-Laure, Tyrell, pardon, excusez-moi. Voilà. Oui, en fait, il y a forcément plusieurs études, dont une du CNAL, du Comité national d'action laïque que je dirige, qui a été faite il y a 2 ans, qui indique qu'effectivement les enseignants ont tendance à davantage s'autocensurer sur certains sujets. Mais il n'empêche que ça ne les empêche pas, disons, d'aborder l'ensemble des programmes, mais ils sont plus prudents. Oui. Ça, c'est quelque chose, par contre, qui est effectivement qu'on voit sur le terrain. Françoise Debois. Pour aller sur la suite du questionnement de Philippe Bilger sur les choses qui nous sont dites, est-ce que le pas de vague est encore, réel? C'est-à-dire ce qu'on vous a demandé ou ce que l'administration a souhaité à demi-mot, est-ce que ce pas de vague existe encore? Oui, est-ce qu'il a existé au point où on nous a dit qu'il a existé? C'est les deux. Je pense que le pas de vague, il dépend vraiment. Il dépend de la situation de chaque établissement, de la volonté au niveau de l'institution aussi de suivre ou pas, en tout cas d'être plus frileux. Ça dépend vraiment des situations au cas par cas. Ouais, c'est une histoire la dernière fois que je vous ai vu, c'était sur la situation de Roubaix, et je vous rappelle ce qui s'était passé, où c'était vraiment un établissement très particulier à ce sujet, notamment lié à la mixité sociale. C'est vraiment un ensemble de choses qui font qu'aujourd'hui, les enseignants, selon les lieux, selon les établissements, selon le lien qu'on peut avoir avec les familles, tout le travail de co-intervention, le climat scolaire, c'est vraiment très complexe, et donc on ne peut pas résumer et faire des généralités sur ce sujet. Jean-Michel Fauvergue. Oui, sur les moyens qui ont été donnés, moi je me rappelle que dans la loi séparatisme que nous avons votée, il y a des moyens pour effectivement, quand un détenteur de l'autorité est menacé sur les réseaux sociaux, pouvoir déposer plainte. Et il me semblait en tout cas, et je parle sous votre contrôle, il me semblait que ces derniers temps, effectivement, les rectorats déposaient plainte directement. D'ailleurs, on se souvient quand l'ancien Premier ministre Gabriel Attal a pris ses fonctions comme ministre de l'Éducation nationale, il est parti en guerre contre une rectrice qui avait mal répondu à des... Vous vous en souvenez de ça, Et donc c'est ça qu'il faut faire, en fait. Il faut être derrière ces enseignants, parce que les enseignants sont en première ligne. Quant aux réseaux sociaux, évidemment, rien n'a été inventé depuis Gustave Le Bon quand il écrivait la psychologie des foules. On a sur les réseaux, sauf les moyens de communication, les réseaux sociaux sont des moyens importants, et il faut réussir à contrer ça, et c'est ça qui est difficile.
difficile à faire aujourd'hui. Merci. Alors déjà, C'était Marie-Laure Tirel, déléguée laïcité du syndicat enseignant SE-UNSA. Oui, passionnant, c'est vrai. Elle est passionnante, merci Madame Tirel. Merci beaucoup à vous. Merci à vous, les vraies voix. Philippe Bilger, Françoise Degouage, Jean-Michel Fauvert. Je vous retrouve dès que des vacances arrivent, c'est promis. J'adore. Dans un instant, les vraies voix citoyennes, la paire Pelé et Gros, Aurélie et Stéphane arrivent. À tout de suite après les infos. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons